Le parc national de la Salonga au nord de la République démocratique du Congo vient d'être retiré de la liste du patrimoine en péril de l'UNESCO. L'annonce a été faite ce lundi 19 juillet après la réunion du comité du patrimoine mondial organisée en ligne par la Chine depuis le 16 juillet. La requête de la RDC a été portée par le Mali, soutenue par l'Ouganda et plusieurs autres pays africains. Pour le docteur Cosma Wilungula, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, c'est une rude bataille que la RDC vient de remporter en rendant viable ses plus grands sites forestiers d'Afrique. Nous venons d'arracher cette grande décision incroyable aujourd'hui. Donc le site vient de passer vers 13h ici. On l'a sorti de la liste en péril. En tout cas avec un vote à l'unanimité, au moins il n'y a eu aucun membre qui a protesté, tout le monde a bien félicité la RDC. Pour l'UNESCO, les suivis réguliers de la faune sauvage montrent que les populations des bonobos demeurent stables au sein de ces parcs, malgré les pressions passées, et que la population d'éléphants des forêts a lentement commencé à se reconstituer. Les accords sur la gestion, la cogestion avec le VRF est très avancé, signé presque même. Le procès verbal déjà de négociation a été signé. Et en fait de compte, le point capital qui restait, c'était l'exploration et l'exploitation pétrolière. Les droits pétroliers ont été rendus caducs. Il n'y a pas eu, l'ordonnance d'octroi n'était pas assortie de permis ni d'exploration ni d'exploitation. Donc il n'y a aucun permis qui a été libéré et en fait toute la cuvette centrale n'a pas pu être retenue dans la dernière offre de blocs pétroliers. Inscrit en 1984 sur la liste du patrimoine mondial et en 1999 sur la liste du patrimoine mondial en péril, le parc national de la Salonga est la plus grande réserve des forêts tropicales humides d'Afrique. Il abrite de nombreuses espèces endémiques menacées telles que les bonobos, les paons du Congo, l'éléphant des forêts et les crocodiles africains à museau étroit. Les habitants du quartier Nyamianda, du côté du croisement de la rivière Kalimabengue et le lac Tanganyika dans la cité d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, vivent dans une grande psychose depuis plusieurs jours. Cela est dû à la circulation d'un hippopotame qui quitte le lac pour se promener sur la rive. Presque tous les jours au réveil, les habitants de ce quartier constatent des traces de pattes d'hippopotame dans leurs parcelles. Il y a même des fois où il surgit le soir pendant qu'ils sont encore éveillés. Une habitante explique. Il vient se promener librement dans le quartier. On le poursuit avec de pierres et il rentre sous l'eau. Dieu merci, il n'attaque personne. Contacté à ce sujet, le maire de la ville d'Uvira dit que cela ne relève pas de sa compétence. L'hippopotame, c'est le service d'environnement qui s'en occupe. Un poète, c'est tout. L'hippopotame est certes une espèce protégée, mais la vie humaine est sacrée. Sur ce, la divagation de cet animal dans la nature met plus d'une personne en danger à Uvira. Tous nos efforts pour joindre le gouverneur du Sud Kivu ont été vains. Le 16 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du serpent. L'origine de cette journée est un peu obscure, mais son objectif très clair, réhabiliter un mal-aimé. Cette journée est une occasion idéale de connaître et de comprendre beaucoup de choses sur ces reptiles qui sont sur le point de disparition. Appartenant à la famille des sauriens, les serpents sont des animaux à sang froid, sont pattes de la classe des reptiles et de l'ordre des squamates. Il existe 10 serpents si venimeux qui tuent d'une seule morsure, notamment le mamba noir qui est le plus venimeux du monde, les cobras Nadia Nadia, la vipère hertante, le fer-de-lance centro-américain, les serpents bruns, la vipère de la mort, les taïpons du désert, les crotales du Texas, le serpent tigre, les serpents des Berkshires.
En République démocratique du Congo, une étude récente a montré la présence de 46 espèces différentes dans les environs immédiats du village de Makaba dans la province de Tanganyika et Kwilila à Mayombe. Mais à Kinshasa, on utilise même les pesticides pour chasser le serpent. Il tient de noter que les pitons réticuleux est le plus long serpent, mais le plus lourd est l'anaconda. Cette journée contribue à la conservation d'un reptile parfois dangereux, mais surtout mal représenté. Le projet sur l'initiative internationale pour le climat et les forêts de la Norvège NISFI a été lancé vendredi 16 juillet au cours d'un atelier tenu à Kinshasa. Pour le bénéficiaire de la subvention de ce projet, entendez le Fonds mondial pour la nature en RDC WWF, ce projet a pour objectif de réduire la déforestation de la dégradation des écosystèmes forestiers dans le paysage des lacs Tumba et Maïndombe en soutenant les concessions forestières industrielles, cibles et les producteurs de cultures pérennes dans la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion durable de leurs opérations. Le coordonnateur du dit projet en parle. Les communautés locales en fait sont les bénéficiaires de ce projet au niveau décentralisé. Donc, elles ont le rôle de pouvoir s'approprier, voir un devoir et faciliter l'installation du projet dans la localité. C'est une contribution. Nous allons faire un suivi de proximité auprès de toutes nos parties prenantes et en tête le ministère en charge des forêts et de l'environnement, afin que les politiques soient suivies. 20 participants ont été réunis à cet atelier afin d'être informés sur les concours et les modalités de leur participation à la mise en œuvre des activités du dit projet, ainsi que de recueillir leurs avis et suggestions. Quant au secrétaire général à l'environnement, il a d'abord remercié la Norvège pour avoir financé ce projet, ensuite le WWF-RDC pour son implication, avant de revenir sur la particularité du dit projet. La particularité de ce projet, c'est ça va aider les exploitants forestiers industriels de bien gérer durablement les reconstructions forestières dans les plans, donc dans des bonnes pratiques dont l'aménagement forestier, mais aussi dans les fermiers agricoles. Et comme vous le savez très bien, le secteur agricole, c'est le secteur qui a été identifié par toutes les parties prenantes que c'est le secteur responsable de la déforestation que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. Tout simplement parce que le pays est très pauvre, les communautés locales et autochtones, et même les Villois, ne s'intéressent que à l'agriculture pour améliorer leurs conditions de vie. Notons que le lancement officiel de ce projet a eu lieu le 23 juin de l'année en cours avec l'ensemble des bureaux WWF du Brésil, de la Chine et de la Colombie qui ont bénéficié des appuis financiers de NORAD et marqué le démarrage effectif du projet NISFI. La coalition des femmes leaders pour l'environnement et développement durable a rendu public les résultats des activités de son projet qu'elle a mené dans les territoires de Miabi, dans la province du Kasaï oriental. Réalisé entre juin 2020 et juin 2021, ce projet a permis aux femmes de ces territoires d'acquérir plus de 500 hectares de forêts pour leurs activités agricoles. Cette révélation a été faite au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. Nous travaillons dans le cadre de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. Et les consultations que nous avons menées au Kasaï pour les questions de droit de tenue foncier et forestier des femmes au niveau du Kasaï ont abouti à l'obtention par les chefs traditionnels de 500 hectares. Les autorités traditionnelles des Kasaï ont voulu disponibiliser aux femmes ces espaces de terre pour répondre à ces exigences-là. Pour les concepteurs du projet, le choix de la province n'est pas un hasard. Les activités d'exploitation minière ont fortement réduit les droits tant des jouissances que des possessions des terres de la région, sans compter les effets des changements climatiques et différents conflits ethniques de la province. La CEFLED estime qu'il est temps de compenser ces inégalités.
Dans la coutume kassaïenne, c'est trop patriarcal. Ce sont des hommes qui ont vraiment les droits sur toutes les ressources, même des espaces. D'où la nécessité qu'on travaille avec une communauté, c'est-à-dire dans les territoires des Mabia, dans les groupements des Benatique, pour qu'on puisse essayer un peu d'expérimenter cette approche où on pourra aussi céder aux femmes, c'est-à-dire octroyer aux femmes des espaces pour qu'ils puissent aussi essayer un peu d'entrer dans la gouvernance des ressources naturelles. La CEFLED entend voir les femmes des communautés des Bakwati A2 et des Benakalonga, premières bénéficiaires du projet, s'impliquer énergiquement pour l'obtention des titres devant leur donner un droit de jouissance perpétuel sur cette concession forestière. Ces dons rentrent dans le cadre du plaidoyer sur les droits des femmes dans la gouvernance des terres et forêts de la RDC. Pilzer Center a décerné les certificats de formation à quelques journalistes de la République démocratique du Congo et de la République du Congo-Brazza. Ces journalistes spécialistes des questions environnementales ont été formés sur les méthodes et procédures d'élaboration des projets, des reportages sur les questions des forêts et des climats. Cet atelier de formation a réuni durant 2 jours à Kinshasa 10 journalistes bénéficiaires antérieurement de la subvention de leur projet de reportage des terrains. Nous savons que dans nos rédactions, peu de journalistes s'intéressent sur des questions environnementales. Et c'était l'occasion pour nous qu'on se retrouve, qu'on échange avec des confrères d'ici et les communicants qu'on a eu pendant ce séminaire sont aussi professionnels, donc c'est des questions pratiques qu'on a eu à partager. Et surtout la manière de proposer des sujets pour bénéficier d'un financement de Rainforest. Les enseignements de la récente formation ont permis à ces spécialistes des questions environnementales d'enrichir leurs connaissances sur les nouveaux sujets qu'ils pourront prochainement aborder sur les terrains. Cet atelier nous a permis d'avoir encore plus une idée plus large par rapport au sujet de reportage que nous allons encore à proposer prochainement. Ça nous a aidé à voir un peu ce qu'eux ils attendent de nous et ce que nous pouvons encore nous améliorer davantage dans nos propositions de reportage. Et ça nous a vraiment permis d'avoir plus d'idées en fait et de fignoler vraiment nos sujets de reportage. Le coordonnateur de la RED Plus en RDC a profité de l'occasion pour attirer l'attention de ses experts d'information sur l'arrêt du processus RED Plus au niveau du pays, un thème qu'il a eu à aborder au cours de ses assises. Il attend de cette présentation faire partie des sujets qui seront prochainement traités. On a rappelé que la RDC est dans l'arrêt depuis 2009. Et la RED, comme elle se fait en 3 phases, aujourd'hui on est dans la phase d'investissement. Nous avons produit pas mal d'outils. La stratégie nationale de la RED, nous avons défini le niveau de référence, nous avons nos standards nationaux socio-environnementaux. Ce sont des outils qui nous permettent de bien suivre les activités sur le terrain. Pilzer Center promet d'apporter plus de subventions aux nouveaux projets pertinents sur les questions des changements climatiques et des forêts. Cette subvention varie de 2500 à 7500 $. Signalons que cette initiative des Rainforest Journalist Fund est pilotée par les Pilzer Center, les financiers de ces projets de reportage des journalistes experts sur les questions environnementales. L'Institut national de préparation professionnelle va s'employer à réhabiliter et maintenir les microcentrales hydroélectriques d'une capacité allant de 1 kW à 500 MW sur l'ensemble du territoire national afin de booster les secteurs de microcentrales hydroélectriques de la RDC. La signature du partenariat entre les PNUD et l'INPP a eu lieu vendredi 16 juillet à Kinshasa. Je pense que je ne peux que vous féliciter, monsieur le secrétaire général, vous et vos collaborateurs, pour cette approche méthodologique qui va non seulement permettre au pays d'avoir la masse critique en termes de compétences dans le domaine qui est les votes, mais surtout répondre à un besoin réel de la société. Cette dynamique devra aboutir à la création d'une synergie autour de ces secteurs porteurs d'avenir afin de relever les défis de l'électrification des milieux ruraux dont les taux d'accès à l'énergie est d'environ 1%. Nous avons besoin de microcentrales,
mais nous n'avons pas de techniciens capables de nous accompagner dans ce domaine-là. Et ça, je peux vous garantir que l'INPP est disposé à vous garantir dès demain. Nous serons déjà en chantier. Et non seulement nous allons pouvoir faire la formation de qualité, parce que nous sommes leaders dans le domaine, et nous allons contribuer à mettre de l'espace nécessaire par la construction d'un atelier moderne où nous allons pouvoir abriter les équipements que vous allez pouvoir nous donner. L'énergie est pointée du doigt comme l'un des facteurs de la déforestation. Ces projets se fixent comme objectif, entre autres, de lutter contre ces fléaux dans l'arrière-pays considérés comme les foyers de la déforestation, a rappelé le secrétaire général à l'énergie, José Maboya. Parmi nos objectifs, on dit nous devons protéger, lutter contre le réchauffement climatique. Or, les gens qui font pression sur la forêt, c'est plus l'arrière-pays. Mais comment vous allez dire à ce monsieur-là ne pas battre les arbres au moment où vous n'avez pas proposé une autre alternative? Cette nouvelle expérience que l'INPP va mettre en place durant les 3 mois consistera notamment à former des gestionnaires, des microcentrales hydroélectriques et des techniciens de maintenance.